Olivier Altman est l'un des plus grands créatifs de France et de ce monde. Alors si d'emblée vous lui dites ce genre de phrase, je peux vous garantir, pour avoir commis cette bévue, qu'il va vous reprendre très amicalement en vous disant qu'il faut savoir rester humble. Et justement, l'humilité est la marque des très grands. Dans ce nouvel épisode du Décodeur de la communication, qui offre enfin la parole aux créatifs, j'ai eu le plaisir de rencontrer un homme d'une très grande humilité, comme je le disais, qui écoute grandement la société et le monde qui l'entoure. Je ne saurais donc trop vous conseiller d'écouter cet épisode en entier, car ce que va vous dire Olivier sur votre carrière est encore une fois plein de bon sens. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick et papa du Décodeur de la communication. Je vous souhaite une très très belle écoute en compagnie d'Olivier Altman, un créatif hors pair et homme de valeur. Le Décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Olivier. Bonjour. Comment ça va ? Ça va pour l'instant. Je te remercie de m'accueillir chez Altman Pacro. On est dans la cuisine. Oui. Et ça c'est bien, peut-être que ça va s'entendre. Mais c'est surtout que tu seras dans la cuisine de l'agence au sens propre et figuré. Alors Olivier, tout le monde te connaît quand on est un petit peu âgé comme moi. Est-ce que tu peux déjà présenter Altman Pacro et ensuite te présenter s'il te plaît ? Altman Pacro, c'est une jeune agence de vieux, comme on a coutume de dire. Donc c'est une agence de publicité généraliste qu'on a montée en 2014, qui a maintenant 7 ans. Et c'est une entreprise que j'avais envie de fonder, de cofonder, parce que j'ai eu un parcours où je suis passé par des petites agences, des grosses agences. J'ai déjà eu l'occasion de participer à la création d'une agence avec BDDP et Fils. Et je suis à la base concepteur-rédacteur. Je suis passé directeur de création, coprésident d'agence, directeur de création international. Et puis le challenge ultime, le petit patron. Donc à 50 ans, je me suis dit si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Et donc j'ai sauté du gros bateau Publicis pour affronter les flots. Je n'imaginais pas en plus qu'il y aurait la crise sanitaire qui arriverait quelques années après. Petite question, comment un gars qui est concepteur-rédacteur devient directeur de création ? Alors il n'y a pas de carrière ou d'ambition, il y a juste un penchant naturel pour observer ce que font les copains, les collègues et se dire tiens, on pourrait corriger ça, améliorer ça, t'as pensé à ça. Donc en fait, c'est venu assez naturellement parce que je me baladais dans les bureaux des autres, j'étais curieux. Et certains avaient l'impression que mes conseils n'étaient pas juste intéressés pour s'assurer qu'ils ne sortent pas la campagne et que moi je sorte la mienne, mais bien au contraire pour que quand ils avaient une difficulté, avec un regard un peu extérieur, on s'entraide, ce qu'ils arrivaient aussi à faire de leur part sur mes campagnes. Et puis donc j'ai pris goût à aider les autres à améliorer l'existant. Et puis aussi, comme j'avais un peu la relation assez facile, chez le client, je me suis fait un peu violence au début pour aller présenter des campagnes. Mais après, on m'emmenait plus régulièrement, les commerciaux m'emmenaient, les patrons m'emmenaient pour présenter parce que ils avaient le sentiment que j'étais à l'aise dans le relationnel. Donc là aussi, au début, j'étais un peu timoré, j'avais les genoux qui s'entrechoquaient. Puis après, j'ai pris un certain plaisir à argumenter, pour être sûr que les idées qu'on pouvait avoir ou les idées des autres soient vraiment vendues et que il y ait pas de quiproquo ou de distorsion entre ce qu'on voulait faire et ce que quelqu'un d'autre racontait. Et donc souvent, je disais aux créatifs, vous êtes les meilleurs avocats de vos campagnes, donc certains sont assez handicapés pour peut-être s'exprimer dans ce contexte-là. Mais d'autres, plutôt que de ruminer en disant c'est pas vendu, peuvent aussi prendre l'initiative de dire je viens en réunion et j'explique pourquoi j'ai fait ça. Selon moi, les créatifs sont les meilleurs vendeurs en agence. Alors, en tout cas, il y en a qui aiment pas y aller, mais il faut pas qu'ils regrettent après de pas avoir pu s'exprimer. Donc c'est pas forcément à eux de tenir toute l'argumentation.
Et puis les clients, les annonceurs, ils sont assez friands de pouvoir échanger simplement parce que le créatif va pouvoir intégrer des demandes, des corrections, des optimisations en disant ça c'est possible, ça abîme l'idée. Alors que quand on revient de réunion et que c'est déjà une demande, il y a plus matière à discussion et ça devient très formel. Donc soit on dit au client c'est pas possible, il se braque alors qu'en fait il y aurait eu des optimisations possibles. Soit on revient à l'agence en lui disant ils veulent ci, ils veulent ça, il y a plus de dialogue et c'est compliqué de rappeler derrière pour dire oui mais quand même on aimerait conserver. Donc je pense qu'au moment où on présente, c'est là où on peut aussi gagner du temps et corriger le tir s'il y a besoin ou donner l'argumentation décisive quand il y a des doutes. Altman Pacro, c'est une agence de combien de personnes aujourd'hui ? C'est à géométrie variable, donc on a commencé à 2, on est plutôt autour de 40. Après, avec le confinement et on a parfois adapté la structure, on utilise aussi de temps en temps des freelances. Donc les agences sont toutes un peu en pleine réflexion sur quel est le meilleur modèle organisationnel, comme on dit, puisque on a des fortes demandes de nos clients, mais on fait face aussi à des rémunérations qui sont souvent en baisse. Donc il faut une certaine souplesse dans ce métier. Et ce qui est compliqué, c'est qu'on a envie de faire grandir des talents, partager de l'expérience. Ça veut dire fidéliser les collaborateurs sur le long terme. Et puis, on sait tous que dans nos structures, un client s'en va et tout d'un coup, vous avez une structure trop grosse. Donc, il faut en permanence adapter, j'ai envie de dire, l'outil de production à la demande. Et on n'est pas comme dans un système à l'américaine où quand on voit un team sympathique qui a l'air talentueux, on leur dit viens et puis on verra bien ce qui se passe. Et puis quand on se dit tiens, il y a plus de boulot, tu repars et on verra. Non, le droit français est bien fait pour ça, il protège les gens. Mais il a aussi toute cette difficulté à être réactif par rapport à une activité économique. Selon toi, quel serait aujourd'hui, peut-être demain, le meilleur modèle d'agence ? Une petite structure avec des permanents, plus beaucoup de freelance ? Ou est-ce que selon toi, il faut garder ces tailles d'agences qu'on a connues il y a encore une vingtaine d'années quand j'ai commencé à travailler ? Il y a pas de réponse parfaite à ça, il n'y a pas de taille idéale puisque c'est en fonction évidemment des clients qu'on a en face et de la philosophie qu'on veut avoir. Les grands groupes sont nécessaires parce que quand vous avez des annonceurs de taille mondiale à gérer avec des hubs dans plein de pays et plein de métiers, évidemment, il faut une énorme structure pour être capable de gérer ces clients-là. D'autres annonceurs, même de taille respectable, ont envie d'une relation beaucoup plus intuitu-personnée avec les patrons dans un travail plus collaboratif, un peu plus précis et dans une logique, on va dire un peu d'atelier. Et sur ce critère-là, il y a des agences de taille moyenne, de petite taille. Donc, je dirais que l'important, c'est surtout la culture de l'entreprise plutôt que la taille. Et quand il y a une culture créative, positive, humaine, qui donne une certaine dynamique, qui fait que les clients sont écoutés, mais également l'interne est valorisé et que on sent qu'il y a une vraie osmose entre les deux. Là, les gens sont contents de venir bosser. Donc, je dirais que vous pouvez avoir des grosses structures où les gens sont très épanouis, d'autres où ils sont plutôt malheureux, et pareil pour les petites boîtes. La culture, c'est vraiment ce qu'il y a de clé dans toutes les entreprises d'ailleurs. Tu parlais à l'instant même de collaboratif. Est-ce que c'est pas notre grand fantasme dans la com, avoir cette possibilité de travailler conjointement avec le client ? Peut-être qu'au début ça se fait, comme dans un début de relation, et puis après, on revient vite à tiens, faites-nous ci, faites-nous ça. Non, je crois qu'on a tous nos expertises, tous nos métiers. Donc, un directeur marketing, c'est un expert de son métier. Un directeur de la communication aussi, il doit faire passer les enjeux business sous forme de com. Et nous, on a une expertise aussi de savoir traduire leurs objectifs en campagne, en idées, savoir écouter le consommateur. Donc, c'est plutôt bien qu'on soit chacun sur son champ de compétences, qu'on se retrouve pas à construire des campagnes à 19 autour de la table. Après, la collaboration, c'est l'écoute, c'est le partage. Donc oui, il faut collaborer, mais à des moments clés. Mais c'est important que chacun retourne chez soi et remette son métier sur l'ouvrage, ou en tout cas garde ses compétences, puisque c'est ce qui viennent aussi rémunérer dans les agences.
c'est de l'expertise. L'expertise, c'est des années d'un même métier que vous pratiquez avec une forme d'intelligence, d'automatisme, de réflexe, et ça s'acquiert dans chaque profession. Une petite question me vient à l'esprit à l'instant même. Tu es dirigeant et cofondateur d'Altman Pacro, mais tu es un vrai créatif. Ancien rédac, ancien directeur de création. C'est pas difficile d'avoir ces deux casquettes, ou est-ce que finalement chez toi c'était assez inné? C'est compliqué parce qu'il faut arbitrer en permanence entre différentes fonctions. Donc le directeur de création, son objectif c'est de pousser les idées les plus audacieuses. Le patron d'agence, c'est ne pas brusquer non plus la relation avec son client pour construire une relation pérenne. Bon, le concepteur-rédacteur, j'y fais moins appel, mais ça peut être une ressource quand à un moment il faut donner un petit coup de tournevis, si je puis dire, pour ajuster une campagne ou venir en renfort quand il y a aussi la dimension du planning. Donc, ce qui est dur pour tous les directeurs de création, sans être patron d'agence, c'est que c'est une fonction où il faut avoir en effet un cerveau un peu commercial, un peu planeur, un peu créatif, plus une dimension qui est la plus difficile, à mon avis, c'est celle du management, et de savoir à quel moment mettre telle personne sur tel dossier, à tel moment demander plus à certains, un peu moins à d'autres. Et donc, comme on est très concentré sur ce qu'on doit délivrer aux clients, il faut pas oublier non plus la variable humaine et s'assurer que les gens puissent vous parler, puissent vous faire remonter leurs ressentis, surtout après la période qu'on vient de traverser. Olivier Altman, le manager, c'est qui? Je ne sais pas, ça faudrait demander aux autres. Je pense que moi je fonctionne de façon très empirique, j'ai pas de feuille de route et je doute parfois trop. Donc le doute, c'est aussi un moteur qui permet de travailler. Et puis, faut savoir écouter. Et puis, il faut savoir par moments se faire confiance. Mais voilà, on a tous nos personnalités. Ce qui est sûr, c'est que dans mon parcours, chaque fois que j'ai senti que j'étais un peu trop confortable et qu'il fallait que je me mette en risque, parce que le plus grand risque était, comme on dit souvent, de pas en prendre. Je suis assez lent à la détente et à la décision, mais j'ai toujours à un moment sauté dans le grand bain parce que j'avais trop peur de regretter justement soit les propositions qu'on me faisait, soit les aventures que j'avais envie de mener. Donc, je dirais que si j'avais un conseil à donner aux plus jeunes, c'est de s'écouter dans les tripes. Parce que souvent, comme on dit, les guts feeling ne mentent pas. Donc, une fois qu'on a bien posé le pour, le contre, c'est quand même mieux d'être en accord avec ce qu'on ressent physiologiquement presque. Aujourd'hui, la pub n'a pas vraiment bonne presse. Les agences, de notre côté, et on le ressent dans le décodeur de la communication, les chiffres d'écoute, côté agence versus annonceur, vont du simple au double. Comment c'est arrivé tout ça? Avant, les agences de pub faisaient rêver les agences de communication d'une manière générale. Et là, je parle comme un vieux boomer que je suis, pardon. Donc les agences de communication faisaient rêver. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les jeunes n'en veulent plus. Comment ça a pu arriver, cette chose-là, selon toi? Moi, déjà, j'ai l'impression que, je dirais pas que c'est un cliché, mais que c'est qu'on colporte cette image qui n'est pas forcément si vraie que ça. Et que c'est plus facile de manipuler peut-être ce genre de notions. Dans la réalité, il y a quand même pas mal de jeunes qui s'inscrivent chaque année dans des écoles de communication, des écoles privées notamment, et je reçois tous les jours des demandes d'alternance, de stage, etc. Donc, je pense qu'il y a une grosse appétence des jeunes pour ces métiers qui permettent au contraire de s'exprimer de façon créative et puis d'avoir aussi un impact sur les messages qu'on va envoyer au public en termes de comportement afin de changer un peu le monde entre guillemets dans lequel on vit. Maintenant, il est vrai que c'est un métier qui payait déjà mieux par le passé, dans lequel on avait plus de temps pour travailler, où l'ambiance était plus sereine, et c'est un métier qui s'est finalement assez normalisé.
Donc par rapport à l'époque où j'ai commencé, on m'expliquait déjà que c'était mieux avant, et puis moi j'ai vécu quand même des années un peu plus sereines. On a subi pas mal de crises. Il y a eu la loi Sapin avec des premiers licenciements. On a eu la crise financière, on a eu l'explosion de la bulle Internet avant ça. Donc les entreprises que sont les agences de publicité ont vu leurs revenus quand même s'éroder, leurs conditions de travail se dégrader, et forcément le stress, la pression est arrivée, et aujourd'hui on n'a plus 3 mois pour faire une campagne, on peut plus décrocher son téléphone en disant on n'est pas prêt, on vous rappellera quand on est prêt. Et donc la concurrence aussi est encore plus vive qu'avant. Donc forcément, pour les jeunes, entre l'imaginaire qu'ils ont pu avoir par le passé et puis la réalité qu'ils peuvent vivre parfois sur le terrain, il y a un décalage. Et seuls les plus motivés, passionnés s'accrochent en se disant ça vaut la peine, parce qu'à un moment, trouver des idées et les voir se réaliser, c'est vraiment chouette. Mais les parcours de carrière sont beaucoup moins fulgurants que par le passé. Avant, vous faisiez une bonne campagne, vous aviez un prix, vous étiez appelé, vous étiez augmenté, vous refaisiez une autre bonne campagne, vous avez encore un prix, etc. Et en 7 ans, 10 ans, vous pouviez commencer à gagner votre vie en tant que créatif plus qu'un médecin ou même un chirurgien. Et là, cette époque, elle est quand même assez révolue. Et donc aujourd'hui, vu qu'il n'y a plus cette dimension financière, même si on gagne encore bien notre vie par rapport à des gens qui sont vraiment dans des situations difficiles et qui font des boulots admirables, vu qu'il n'y a plus cet attrait aussi, ce qu'on recherche à minima, c'est de la qualité de vie, c'est de la qualité de vie au travail, c'est du temps pour soi. D'ailleurs, on a vu avec le télétravail que d'un côté, ça a poussé certains à travailler encore plus puisqu'il y avait plus de limites. Et donc, ils prenaient très peu de temps pour déjeuner et à 21h, ils étaient encore sur leur mail. Et puis d'autres ont réalisé qu'ils pouvaient être efficaces aussi à distance, dans un jardin, en gérant leur temps comme ils voulaient. Et nous, on fait assez confiance aux gens pour qu'ils soient justement responsables. Donc, se met en place aussi des nouvelles façons de travailler. Des créatifs qui proposent aussi à leur directeur de création d'aller en province, de s'installer pour un meilleur niveau de vie, pour être plus au vert. Et il y a quelques années, on m'aurait proposé, en tant que directeur de création chez Publicis, les créatifs m'auraient proposé ça, j'aurais dit sans doute ça va pas être possible. Et aujourd'hui, je pense que il y a plus de compréhension, d'acceptation de la part des employeurs sur le fait que les collaborateurs peuvent être à distance et être totalement efficaces du moment que ils sont responsables et en même temps épanouis. Olivier, on va jouer un petit jeu. J'ai, entre guillemets, 3 petites questions des internautes. On va commencer par l'internaute qui est l'auditrice la plus chère, c'est-à-dire ma fille, qui a 9 ans et qui te demande comment tu trouves tes idées et est-ce que tu dessines. Ok. Alors, comment je trouve mes idées, je ne sais pas, parce que si on savait, on aurait une recette, ça serait formidable. Mais on va dire qu'il y a une base qui est d'écouter, de se documenter, d'être curieux, de lire des informations sur la marque, sur les gens, d'avoir les oreilles ouvertes aux conversations de café, dans la rue, d'observer, d'être une éponge de la société, une éponge des problématiques de marque. Et après, il y a les associations d'idées qui se font presque de façon inconsciente. Et donc, c'est des périodes d'intense réflexion qui alternent avec des périodes de repos, de décontraction. Et c'est souvent quand le cerveau, justement, se relâche que les choses naissent. Donc, le cerveau, c'est comme un muscle qu'il faut entraîner et qui vous surprend parfois. Et après, je ne dessine pas, je dessine très très mal. Donc j'écris. Et par contre, j'aime bien les idées visuelles souvent. Donc on va dire que quand on travaille en team, et là ça remonte à un peu loin, j'ai remarqué que souvent les
les concepteurs rédacteurs aiment bien avoir des idées d'images, de conception visuelle, et à l'inverse, on a parfois les directeurs artistiques qui trouvent des accroches parce que jouer dans un domaine qui est pas le sien est souvent plus rafraîchissant. Écoute, je te remercie. Alors Alice, ma chérie, non, Olivier ne dessine pas, mais c'est un concepteur-rédacteur. Papa t'expliquera un jour ce que c'est. Une autre question. Quel est le livre qui a changé ta vie professionnelle? Et cette question nous est posée par Frédéric. Alors, j'ai pas de livre en particulier qui a changé ma vie professionnelle, mais les 2 livres qui me viennent à l'esprit, c'est assez bateau, mais le premier est très scolaire. Quand j'ai lu le Publicitor et que j'étais dans un DUT de communication, finalement ça n'a pas changé ma vie, mais ça m'a montré que il y avait plein de notions à intégrer. C'était un vrai métier, et donc je trouvais ça assez passionnant. Donc j'ai dévoré ça, pas du tout de façon rébarbative. Et puis de façon par contre plus créative, il y a un bouquin qui était sorti qui recensait toutes les annonces de Bill Bernbach. Donc je ne sais pas si c'est celui qui a la gueule et qui a été réédité, le Bill Bernbach's Book, mais à l'époque c'était plus petit que ça et c'était un peu moins bien broché. Mais il y avait toutes les annonces Volkswagen de la grande époque de DDB, et à chaque annonce on était sur le cul entre guillemets en disant tiens, c'est malin, c'est intéressant. Et donc j'ai dévoré pendant un bout de temps tous les classiques de la publicité, les annuaires du club des AD anglais. Et donc je pense qu'aujourd'hui, autant il faut surtout pas reproduire et chercher à reproduire ce qu'on a vu, mais autant faire de la publicité sans connaître ces classiques, sans vouloir regarder toutes les grandes campagnes mythiques faites dans plein de pays depuis très longtemps. C'est un peu dommage parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, que les insights ou les angles créatifs sont souvent les mêmes, ils sont juste revisités. Et que on voit comment à chaque époque la publicité était aussi un peu le reflet de la consommation et de la société, quoi. Une autre question, et puis après je te poserai la dernière, comme ça tu vas pouvoir reprendre ta casquette de dirigeant. Cette fois-ci, cette question est posée par Christophe, qui nous dit « Qu'est-ce que tu penses de cette citation de Michel Houellebecq ? Le monde d'après sera le même, mais en pire. » Je pense que c'est typique de quelqu'un qui est assez noir et assez dépressif sur le fond. J'aime bien le monde d'après sera le même, pas forcément en pire, parce que je pense que les grands ressorts de l'humanité finalement changent pas, et que on est dans une logique d'évolution, et que finalement quand on prend beaucoup de recul, ce qui s'est accéléré ces derniers temps, ce n'est que un phénomène qui est à l'œuvre depuis bien longtemps, depuis que l'homme est sur Terre, et bien avant l'homme, il y avait encore d'autres choses. Donc, et puis je pense que la société fonctionne par vagues. Donc, une fois qu'on va dans une extrême, il y a un mouvement de balancier dans l'autre. Et donc, une fois qu'on va dans un extrême domaine de liberté, comme on a peut-être pu le vivre dans les années 70, il y a un effet à peu près plus conservateur qui vient derrière. Là, on est dans une démarche un peu compliquée où on sent qu'il y a des tensions sociales. Il y a beaucoup de haine en ligne, et j'espère qu'on va aller vers un monde un peu plus apaisé. Mais on voit que dans la même période, on peut se retrouver dans une énorme manifestation positive où tout le monde a un sursaut national dans une démarche de solidarité. Et puis, la semaine d'après, il peut y avoir un acte d'une extrême violence sur des minorités, sur des gens, et on se dit dans quel monde on vit, quoi. Donc c'est malheureusement la nature humaine qui est capable du meilleur comme du pire. Moi, je trouve que quand même ce qu'on vient de vivre a accéléré l'idée qu'on était quand même un peu tous interconnectés, que on était tous dans le même bateau sur la même planète, et qu'on était tous périssables. Donc ça a créé des angoisses, et ça a aussi créé une accélération d'une certaine prise de conscience. Donc je prends ça un peu comme les 7 plaies d'Égypte, en me disant peut-être qu'il y a quelque chose de positif après tout à retirer de ça, non pas comme une punition divine, mais comme une sorte d'avertissement
sur le fait qu'on a chacun une responsabilité au nom de l'intérêt général. Olivier, tu sais que nous sommes écoutés par des jeunes. Tu nous as déjà donné un premier conseil qui était d'écouter notre gut feeling, notre feeling gut, je ne sais pas comment on dit. Bref, s'écouter. Est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner à des jeunes ou des moins jeunes qui veulent rentrer dans les métiers de la com, du marketing et du digital? Je pense déjà, c'est de regarder dans le secteur qui leur plaît ce qui se fait de mieux. Et donc déjà d'avoir la culture de ce qu'ils ont envie de faire, de regarder qui a fait ces campagnes, donc quels sont les individus, les professionnels, de se tourner vers eux pour avoir des conseils, et puis de travailler et d'optimiser le potentiel qu'ils ont à présenter, notamment leur dossier. Donc de pas se contenter uniquement de ce qu'ils ont fait pendant l'école, mais aussi d'aller se confronter à des avis extérieurs, pas forcément tout de suite pour chercher un stage ou une alternance, mais pour avoir des remarques et des critiques constructives. Et puis après, il y a une question d'attitude. C'est-à-dire que on a envie d'aider les gens qui sont dans une démarche enthousiaste, énergique, et ceux qui ont faim, qui ont la niaque, qui sont positifs et généreux avancent quand même plus vite que ceux qui doutent ou qui ont un petit peu moins confiance en eux. Donc j'ai envie de dire voilà, croyez en vous et ça aidera les autres à croire en vous également, quoi. La véritable dernière question, Olivier, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier? Moi, je crois que c'est les gens, c'est-à-dire de pouvoir finalement avoir une aventure avec des autres. Là, je vois à l'agence, on a commencé la boîte, on était 2, et puis on est plus nombreux. Et en fait, on se rend compte que sans s'en rendre compte justement, on agrège des individus dans des projets communs, et on a à la fois une responsabilité, en même temps ils vous ont choisi et on leur a pas nécessairement demandé de vous choisir, mais il y a une sorte d'aventure humaine, et donc au-delà de la créativité, c'est le sentiment que on a aidé, ou en tout cas on a participé à faire éclore certains talents, et puis à donner envie aux gens de venir bosser ensemble chaque jour, quoi. Eh bien, merci à toi, Olivier. C'est sur ces très belles paroles humaines que nous allons nous quitter. Alors justement, chères auditrices, chers auditeurs, pour une fois, je ne vais pas vous dire d'aller noter 5 étoiles sur Apple Podcast, mais je vais vous demander de faire un petit don à la Fondation 30 millions d'amis, qui est un des clients de l'agence d'Olivier. Tu es bien d'accord? Je serais ravi pour eux et pour les animaux surtout. Eh bien écoute, merci à toi, merci pour le temps, Olivier, que tu m'as accordé, merci pour ta générosité. C'était un plaisir. Plaisir partagé. À très bientôt. Au revoir.